Merci d'être resté avec nous. Brutalement, vous êtes pris d'une panique excessive, accompagnée de palpitations, d'étouffements, de sueur froide, d'un sentiment de peur incontrôlable. Si ça vous arrive fréquemment et sans raison apparente, vous souffrez sans doute de crises d'angoisse qui cachent parfois un véritable trouble anxieux. Avant de répondre à toutes vos questions avec notre spécialiste, on va voir ce qui se passe dans notre corps pendant une crise d'angoisse. Les signes physiques dont Michel vient de parler, les palpitations, les sueurs, correspondent en fait à l'emballement du système que l'on dit limbique, celui qui gère nos émotions et notre mémoire. Toute information captée par nos sens fait en fait normalement d'abord escale dans le thalamus. Vous allez voir ça sur un schéma. Il est fléché, voilà, c'est en bleu. C'est lui qui donne l'alerte dès qu'il est stimulé par un élément déclencheur. Pour certains, il peut s'agir de la vue d'une araignée, alors que pour d'autres, c'est le fait de devoir parler en public. Alors ce type de message est habituellement envoyé au cortex pour analyser si l'origine de la peur est justifiée. Mais en cas de crise d'angoisse, l'information est directement transmise aux amygdales cérébrales, ce que vous voyez ici en rouge. Ces dernières vont... non, c'est pas ça, c'est le thalamus, vous allez voir apparaître. Ces dernières vont alors stimuler les glandes surrénales, voilà, c'est les petites glandes jaunes que vous voyez au-dessus des reins, qui vont produire les hormones du stress, l'adrénaline, que vous connaissez, et le cortisol. Et résultat, tout l'organisme est sous tension, le flux sanguin, le rythme cardiaque, la respiration vont s'accélérer, la transpiration va augmenter et les muscles se contractent, prêts à déclencher la fuite. La durée totale des crises peut varier de quelques minutes à 1 heure, voire un peu plus. Puis le calme revient progressivement, mais souvent il y a une grande fatigue et une certaine émotivité qui vont persister. Alors à quoi sont dues ces crises d'angoisse? Est-ce qu'on peut les apprivoiser? Et surtout, quand faut-il aller consulter? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Alain Braconnier, qui est psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour. Bonjour. Auteur de ce livre chez Odile Jacob dans la collection Poche. Petits ou grands anxieux, voilà, pour tout savoir de cette anxiété. Et également avec nous Sébastien Muliez. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, ça fait plusieurs années, vous, que vous souffrez de telles crises. La première crise, est-ce que vous en souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je m'en souviens bien. C'était il y a 4-5 ans. Faut dire avant ça que j'étais déjà dans un moment où je souffrais de grands niveaux de stress. Donc du coup, un jour, j'étais avec des amis et mes frères, et puis j'ai commencé à ressentir plein de symptômes vraiment bizarres. Donc, ce que vous en avez parlé, donc le cœur qui commence à s'emballer, grosse montée de chaleur, champ de vision qui se ferme, respiration qui se bloque, et du coup, tout ça crée une très grande peur, ouais, parce que. Une peur de quoi? De mourir? Exactement. Ouais, peur de mourir. Peur de la crise cardiaque ou peur de. Il y a quelque chose qui avait déclenché ça, ou vous étiez en train de parler avec vos potes tranquillement? Non, là je me parlais tranquillement. Comme je vous disais, il y avait déjà des. Oui, vous étiez stressé. Donc ça veut dire que j'avais déjà peur de la maladie, peur d'avoir quelque chose de grave. Vous étiez un stressé, mais au moment où la crise arrive, il se passe rien de particulier qui puisse expliquer? Alors j'avais un petit peu fumé, juste avant. Un petit peu fumé de cannabis? Cannabis, ouais, donc ça a déclenché sur le coup. D'accord. D'accord. Et vous avez consulté à ce moment-là ou pas? Pour cette crise-là? Ce soir-là, donc tous ces symptômes se déclenchent. On a appelé les urgences parce que forcément, moi j'étais vraiment terrifié. Et donc du coup, mais sauf qu'arrivé aux urgences, tout ça, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucun symptôme. Donc, fatigue, comme on le disait, ou pas après? Par contre, fatigué, ouais. D'accord. Et les crises, et on vous a dit quoi aux urgences? Et on m'a dit que j'avais rien, donc que c'était sans doute dû au stress. Donc moi j'avais quand même eu l'impression que j'allais mourir, donc je faisais pas le lien avec le stress. Et du coup après, comme vous aviez tellement peur de refaire une crise, que vous êtes carrément un peu enfermé chez vous? Alors il se passait quand même pas mal d'étapes avant ça. Déjà le lendemain, puis les jours d'après, je continuais à voir des médecins parce que j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé. J'étais persuadé que j'avais quelque chose qui allait pas. Et donc du coup, petit à petit, il y a de nouvelles peurs qui sont apparues. J'ai eu peur de devenir fou, puis peur d'avoir une maladie, puis personne la trouve. Donc ensuite, j'ai eu peur de faire une nouvelle crise d'angoisse. Donc j'avais peur d'aller dans des endroits où il y avait du monde. Donc j'ai eu peur d'aller dans les magasins, peur d'aller au cinéma. Donc un vrai cercle puis vicieux, petit à petit, voilà, jusqu'à m'enfermer et puis pouvoir sortir de chez moi. Après, comment vous avez géré ça, mais vous dites que vous avez vu plein de médecins. Il n'y en a aucun qui a réussi à vous rassurer par des explications, en prenant du temps? Non, j'ai entendu le mot crise d'angoisse, j'ai entendu le mot stress, mais
jamais. Il y en a un qui m'expliquait que c'était les glandes surrénales qui déclenchaient l'adrénaline et tout ça. C'est pas le magazine de la santé partout non plus, hein. Voilà. C'est ça. On va continuer votre histoire, mais on va déjà juste revenir sur un épisode de l'histoire de Sébastien, puisqu'il dit qu'effectivement il avait fumé du cannabis. Vous en fumiez un peu à cette époque-là, de toute façon, hein, pour gérer un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui peut déclencher des crises d'angoisse? Oui. Oui, ça peut déclencher. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont des crises d'angoisse sans avoir fumé du cannabis, mais c'est vrai que ça peut déclencher, ainsi que l'alcool d'ailleurs. Les deux, disons, produits dont on parle sont considérés comme des déclencheurs de crises d'angoisse. D'accord, parce que comme les adolescents, souvent pour s'apaiser un peu justement, peuvent prendre du cannabis, c'est plutôt quelque chose qui peut déclencher ces crises. Ça peut. D'accord. Pourquoi a-t-on l'impression qu'on va mourir quand on fait une crise d'angoisse? J'en ai souffert pendant 18 mois. Je crois que c'est très bien dit, là. C'est le sentiment de la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment, hein, soit qu'on va mourir, soit qu'on va devenir fou. Hein. Et au fond, c'est les deux extrêmes de la perte de contrôle dans la vie. Et c'est vraiment ce sentiment de perte de contrôle qui est très associé à ces crises d'angoisse parce que ça vous déborde complètement, ça vous submerge complètement. Hein, c'est comme un tsunami personnel et que au fond on peut rien faire. On est complètement surpris, hein, et pris par quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? On va devenir fou, on va mourir. Alors, l'élément qui est souvent associé, c'est que c'est souvent, disons, la source d'une angoisse sur un problème cardiaque. Parce que, au fond, on a les palpitations, on a tout ce que vous avez décrit dans ces manifestations de la crise d'angoisse. Et au fond, le trouble vraiment, il y a la crise d'angoisse isolée. On peut tous en avoir une. Et puis il y a le trouble anxieux que vous avez dit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le trouble attaque de panique, le trouble panique. Et ce trouble panique, il est caractérisé non pas tant par la multiplication des crises d'angoisse, même si c'est un critère important, mais aussi par les conséquences de ça. C'est-à-dire que c'est tout le temps on va avoir peur que ça revienne. Ça revienne, c'est ça. Tout le temps on va avoir peur de perdre le contrôle. Tout le temps avoir peur qu'il y a quelque chose au cœur ou ailleurs, et que c'est au fond cette préoccupation qui succède à la crise d'angoisse, qui va être la source d'ailleurs de comportements d'évitement ou de manifestations dans la vie quotidienne, qui font vraiment qu'il y a là un trouble. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je crois, pathologiser toute personne qui fait une crise d'angoisse. C'est quand la peur envahit la vie, quoi, c'est ça. La peur envahit la vie. Par contre, celui ou celle qui ont ces répétitions et qui ont ces craintes perpétuelles, comme vous l'avez très bien dit, là vraiment on est en face d'un trouble. Alors là, c'était de jour, vous étiez tout à fait conscient. Joël parle de réveil nocturne brutal avec sensation d'étouffement, bouffée de chaleur, vertige. Est-ce que ça peut être des crises d'angoisse? Est-ce qu'on peut être réveillé comme ça? Oui, alors là, je crois vraiment qu'un avis médical est important. Bien sûr, il faut éliminer quelque chose d'organique. Ah oui. Parce que ça peut vraiment se confondre avec justement des problèmes cardiaques, avec des problèmes ORL d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des vertiges qui sont souvent fréquents, ou avec d'autres problèmes digestifs. Bon. Et que c'est important que le médecin, là, je crois, fasse un diagnostic qui élimine quand même toutes les causes organiques, parce que ça, là, c'est traitable directement. Et quand... Ça peut survenir effectivement la nuit. Ah oui, ça peut complètement survenir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les crises d'angoisse qui sont déclenchées par un événement précis, qui est souvent un événement d'ailleurs qui est toujours le même, sont pas les plus fréquentes. Les plus fréquentes sont celles qui surviennent comme ça un peu brusquement. Sur un terrain effectivement stressé. On a beaucoup de SMS rapprochant les crises d'angoisse et les crises de spasmophilie. Alors on nous demande si c'est la même chose. Quel est le lien entre les deux? Alors d'abord, il faut savoir que la spasmophilie, c'est un concept très français. Ouais. Bon. Qui n'est pas du tout reconnu mondialement. La spasmophilie, c'est... Alors, moi je crois qu'en effet, il y a des crises d'angoisse qui sont diagnostiquées comme des crises de spasmophilie. Mais inversement, c'est là où c'est un peu compliqué, il y a probablement des manifestations de spasmophilie qui peuvent déboucher sur des crises d'angoisse. C'est là où il y a des liens entre les deux. Mais comme on ne sait pas bien ce qu'est la spasmophilie, il y a des liens possibles en tout cas. Mais attention, toute personne qui a des crises de spasmophilie ne va pas faire des crises d'angoisse. Hein. Soyons aussi très clairs. Et je crois que c'est en effet très important de bien informer là-dessus, parce que ça, c'est vraiment un élément qui rassure. Du traitement. Ah oui, c'est complètement. Vous avez, au bout de combien de temps vous avez consulté un psychiatre? Au bout de quelques semaines. Après la première crise? Ouais, après la première crise, je continuais à voir des médecins et jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit d'aller voir un psychiatre. Ouais. Et donc là, j'ai pris un
un traitement antidépresseur. Qui vous a apaisé? Est-ce que déjà ça avait calmé un peu votre peur de savoir que c'était reconnu par un médecin, que vous comprenez bien ce que vous aviez? Ouais, puis c'est surtout, peut-être, je me disais qu'on me donne un traitement, après ça donne un effet placebo, au moins ça. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques temps, ça ne suffisait pas, quoi. Ça traitait pas la cause du problème. Entamer une autre démarche, on va en parler. On va juste arrêter pour voir un reportage, puisqu'on va parler de ces personnes qui souffrent de crises de panique et qui décident d'entamer une thérapie. C'est le cas de Caroline. Notre équipe l'a suivie lors d'une consultation dans le service d'addictologie Moreau de Tours, à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. C'est un sujet de Marie Guyot, Claude Pavélec et Lydia Chaubon. Caroline prend tous les jours le métro pour aller travailler. Il y a encore 2 ans, elle en était incapable. Cela déclenchait chez elle des crises d'angoisse. C'est vraiment une sensation d'oppression qui fait que mon cœur s'accélère. J'ai vraiment l'impression de devenir folle en fait et que je vais mourir d'étouffement. Que personne autour de moi ne peut m'aider à m'en sortir. Je ferais vraiment n'importe quoi. Vraiment, ouais, même quitte à tuer quelqu'un pour me sauver, en fait, vu que j'ai l'impression que je vais mourir pour me sauver, en fait. Passer un examen, faire des courses ou même aller au cinéma, autant de situations susceptibles à l'époque de déclencher des crises d'angoisse. Caroline vit alors dans la peur de faire une nouvelle crise et peu à peu se renferme sur elle-même. Ça a commencé quand j'avais 16-17 ans, donc vraiment l'âge de l'adolescence où on sort, on fait des sorties. Du coup, mes amis étaient plus vraiment là. Donc après, quand il s'agissait de se faire de nouveaux amis, j'avais toujours peur d'en parler parce que je me disais, ils vont se dire, ça sert à quoi d'être amie avec elle si elle peut pas sortir, si on peut pas la voir. Et j'ai décidé d'aller consulter un psy quand j'ai vu que ça a commencé à à ne plus être vivable en fait. Depuis 2 ans, Caroline rencontre régulièrement une psychologue spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales. Au fil des mois, les crises sont devenues moins intenses et moins fréquentes, notamment dans le métro. Maintenant, je le prends tous les matins pour aller à la fac, pour aller au travail. Il n'y a plus de problème, même quand j'ai la flemme, je prends le métro. Alors qu'avant, pour prendre même 2 stations de métro, je restais un quart d'heure en haut de la station, à savoir si j'allais descendre ou pas. Mais tout n'est pourtant pas réglé. Caroline doit apprendre à vivre avec son anxiété. C'est plus vraiment des crises, maintenant c'est des angoisses qui se terminent plus en crise, mais c'est vrai que la sensation est toujours là en fait, la boule d'angoisse qui m'empêche un peu de respirer, elle est toujours là. La thérapie a permis à Caroline d'acquérir des outils qu'elle utilise régulièrement, notamment les exercices de respiration. On y va alors, on inspire profondément sur 3 temps. On bloque sa respiration sur 3 temps. Et on relâche tout. Les exercices dans le cadre de la thérapie sont dans un premier temps des exercices de relaxation, de respiration, dans un second temps de construction d'hierarchie des situations anxiogènes, puis dans un troisième temps d'exposition à ces situations anxiogènes dans un sens gradué, c'est-à-dire de la moins anxiogène à la plus anxiogène. L'une des situations qui reste anxiogène pour Caroline, prendre l'ascenseur. Maintenant, je peux le prendre avec des gens, mais je peux toujours pas le prendre toute seule. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous construisiez une liste hiérarchique, comme vous l'avez fait pour les autres situations, par rapport aux ascenseurs, peut-être en verre, avec des grillages, sans grillage, pour qu'on puisse gagner encore plus en autonomie et en tranquillité au quotidien. Caroline reviendra dans 15 jours pour une prochaine séance. D'ici là, elle continuera à pratiquer ses exercices pour apprivoiser son anxiété. Donc la thérapie chez vous, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné?